Bonjour et bienvenue sur les plateaux du CNED en direct pour cette première émission interactive. Le thème que nous avons retenu aujourd'hui, que nous allons évoquer tout au long de cet après-midi, l'épreuve d'entretien en éducation physique et sportive pour le concours de recrutement de professeurs des écoles. Le principe de cette émission, c'est donc l'interactivité. Pour ce faire, pour cette activité, nous aurons une pause à un certain moment de l'émission, nous vous l'indiquerons, qui vous permettra de réagir à ce que vous avez vu et entendu. Et ensuite, la parole vous sera donnée pendant environ un quart d'heure. Vous pourrez intervenir directement avec les invités qui sont sur ce plateau, invités que je vous présente maintenant. Tout d'abord, Odile Devos, professeur d'éducation physique et sportive à l'IUFM de Toulouse, site de Montauban. À ses côtés, Patrick Lamourou, professeur d'éducation physique et sportive également à l'IUFM de Toulouse, site d'Albi. Et enfin, Chantal Valmarie, conseillère pédagogique de circonscription en EPS à Rieux-Volvestre dans la Haute-Garonne. Alors, avant de débuter cette émission, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose tout de suite de regarder un petit reportage qui va vous présenter l'épreuve à laquelle vous allez être confrontés dans quelques semaines. L'épreuve d'EPS au concours de recrutement des écoles comprend 2 épreuves physiques, natation et une activité physique et sportive, et un entretien. L'épreuve de natation comprend 2 épreuves, un parcours chronométré de 50 mètres et la recherche d'un objet lesté. L'épreuve de natation représente un quart de la note globale finale. L'épreuve d'activité physique et sportive, il s'agit d'une séquence choisie dans une liste de 5 disciplines arrêtées par le recteur de l'académie dans les domaines d'activité suivants: athlétisme, danse ou GRS, activité d'opposition, sport collectif, activité de pleine nature. L'épreuve d'activité physique et sportive représente un quart de la note globale finale. L'entretien, il s'agit d'un entretien avec le jury permettant au candidat de montrer qu'il a une bonne appréciation des approches didactiques correspondant à l'EPS à l'école primaire. Cet entretien s'appuie sur des documents pédagogiques que le jury propose au candidat. Durée de la préparation, 30 minutes. L'entretien dure 15 minutes. L'entretien représente la moitié de la note globale finale. Alors Chantal Valmarie, pourquoi avoir choisi l'épreuve d'entretien en EPS ? Bon, comme nous venons de le voir sur l'infographie, l'épreuve d'EPS se décompose en 3 parties, 2 épreuves physiques et une épreuve orale d'entretien. Et nous avons choisi aujourd'hui de ne traiter que de l'entretien et nous avons plusieurs raisons à ce choix. Tout d'abord, l'épreuve d'entretien représente la moitié de la note globale, ce qui est déjà une raison suffisante. Mais il nous a semblé également difficile de traiter des épreuves physiques, d'une part parce qu'elles ne se préparent pas autrement que par un entraînement spécifique personnalisé. Ensuite, les activités retenues sont des choix académiques et cela aurait entraîné une trop grande diversité dans les activités. Par ailleurs, l'évaluation des activités physiques ne concerne que les habiletés motrices et les performances propres à chaque candidat. Il aurait fallu donc une aide personnalisée, ce qui nous a semblé très difficile à faire dans le cadre de cette émission. L'entretien, quant à lui, doit montrer que le candidat a une bonne appréciation des approches didactiques et des démarches pédagogiques correspondant à l'EPS à l'école primaire. Ces compétences sont directement liées au métier de professeur des écoles et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Quant à la variété des supports, elle sera traitée au cours de l'émission. Patrick Lamourou, quels sont les écueils à éviter ? Alors, se préparer à l'épreuve d'entretien est difficile pour les candidats qui sont inscrits au CNED parce que ça demande à la fois des connaissances qui sont à même d'acquérir, mais aussi un certain recul par rapport aux démarches de l'éducation physique à l'école primaire. Les 2 écueils que nous constatons souvent quand nous siégeons en tant que jury, le premier, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'extrapoler l'éducation physique et la réalité de l'éducation physique actuelle à partir de leur passé scolaire. Or, les souvenirs que les candidats en ont en maternelle sont plus que vagues. Dans le primaire, on peut dire que les choses ont beaucoup changé
Le plus souvent, ils se basent sur leurs souvenirs du lycée ou du collège, et la réalité de l'éducation physique est très différente. Le deuxième écueil, c'est imaginer l'éducation physique à partir de leur passé de pratiquants sportifs ou d'encadrement. Or, ce qu'il faut réaliser, c'est que même si dans un club sportif ou dans un centre de loisirs, les enfants peuvent pratiquer le même jeu qu'à l'école, les finalités sont très différentes. Alors tout au long de cette émission, vous l'avez compris, nous allons beaucoup parler d'éducation physique et sportive, mais je vous propose de regarder ce petit sujet pour voir ce qu'est réellement l'éducation physique et sportive. Faire de l'EPS, ce n'est pas laisser jouer les enfants librement et spontanément comme ils le font au jardin d'enfants ou dans une cour de récréation. Mais l'EPS s'ancre sur les pratiques ludiques en prenant en compte les désirs des enfants. Il ne faut pas confondre l'EPS avec l'animation d'activités de type loisir. Certes, l'enseignant anime les séances d'EPS, mais celles-ci s'inscrivent dans la durée d'un projet. Par ailleurs, il ne faut pas confondre l'EPS avec la seule pratique d'activités compétitives comme dans les clubs sportifs. L'EPS permet de découvrir des activités issues des pratiques sociales et culturelles. L'EPS, c'est quoi ? C'est une discipline scolaire d'enseignement obligatoire dont les objectifs et les contenus sont définis par les instructions officielles en termes de compétences spécifiques et transversales. Faire de l'EPS, c'est faire une éducation des conduites motrices. L'EPS doit prendre en compte tous les enfants et leur permettre de progresser au plan moteur, social et affectif. Dans le cadre de l'école, l'enseignement de l'EPS est assuré par un maître polyvalent. Il doit créer des liens entre les différentes disciplines au plan des contenus et des démarches. Alors on vient d'entendre évoquer les instructions officielles. Patrick, je vais me tourner vers vous. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'éducation physique et sportive au travers des instructions officielles ? Alors, l'éducation physique, du moins son enseignement, est cadré par un certain nombre de textes. Les instructions officielles ne donnent pas de choix réellement précis en ce qui concerne une méthode d'apprentissage ou une manière de s'y prendre d'un point de vue pédagogique. Il y a une liberté de l'enseignant sur ce point. Par contre, les instructions officielles fournissent à l'enseignant une liste de compétences d'un niveau de formulation assez large. Par exemple, s'inscrire dans un projet individuel ou collectif visant à la meilleure performance et améliorer son niveau de pratique. Donc c'est à l'enseignant qu'il revient de traduire cette compétence générale en objectifs plus opérationnels, d'une part, et d'autre part, de choisir les moyens, c'est-à-dire les activités physiques et sportives, qu'il mettra en regard de cette compétence. Ce qui veut dire traiter les activités physiques et sportives de façon à ce que les enfants acquièrent cette compétence. Ce qui est important donc de réaliser, c'est que les activités physiques et sportives ne sont en aucune manière une finalité en elles-mêmes, mais qu'elles sont au service d'une compétence. Alors Odile De Vos, quelles sont les différences entre les finalités du sport et les finalités de l'éducation physique et sportive ? Alors, elles sont de plusieurs ordres. Le sport s'adresse à un public volontaire qui a choisi de le pratiquer. Par ailleurs, qui dit sport dit compétition. Sans compétition, pas de sport. Le but de la compétition, c'est d'hiérarchiser les athlètes, qui sont éliminés au fur et à mesure. Il se dégage donc une élite. Par ailleurs, lorsque vous pratiquez dans un club, vous choisissez un sport pour toute l'année. En EPS, à l'école, vous vous adressez à tous les enfants. Le but de l'EPS, c'est de développer les pouvoirs moteurs des enfants. Qu'entend-on par pouvoir moteur ? Eh bien, ce sont ces ressources. Elles sont de plusieurs ordres. Mécaniques, affectives, contrôler ses émotions, par exemple. Cognitives, être capable d'analyser ses résultats. Informationnelles, prendre des informations auditives, visuelles sur un terrain, comme on le verra plus tard. Bref, on développe donc ces pouvoirs moteurs. Pour développer ces pouvoirs moteurs, les instructions officielles dont vient vous parler Patrick, ce sont les domaines d'activité cités dans les instructions officielles. Alors bien évidemment, ces domaines d'activité font appel aux pratiques sociales de référence que sont les sports. Mais comme Patrick vous l'a précisé, ce ne sont que des moyens au service des compétences des instructions officielles. Je crois que c'est fondamental. Alors Chantal, tout cela implique quand même une certaine polyvalence de l'enseignant. Oui, alors la polyvalence du maître est une spécificité de l'enseignant du premier degré. C'est une opportunité que l'enseignant doit pouvoir saisir car elle permet à l'enfant d'établir des liens entre les différents champs du savoir.
Les recherches actuelles sur l'apprentissage démontrent que c'est une des clés de la réussite scolaire. En effet, des études ont montré que chez les enfants en réussite, ils sont en réussite parce qu'ils établissent des liens entre tous les savoirs qu'ils ont acquis dans les différents domaines, alors que des enfants en échec, eux, établissent des cloisons étanches, et quand ils ont un problème à résoudre, ils ne savent pas mobiliser tout leur savoir. On peut se demander quel lien le maître peut établir entre l'EPS et les autres disciplines. Il établit des liens d'abord au niveau des notions interdisciplinaires, telles que la mesure, le temps, la durée, la vitesse. Il établit également des liens au niveau des démarches pédagogiques, parce qu'il met en place, avec ces démarches, il va travailler avec les enfants les méthodes, il va travailler des attitudes, il va travailler des savoir-être, et l'enfant va pouvoir donc réinvestir tout ce qu'il a appris à travers toutes ces disciplines pour mieux acquérir tous les savoirs qu'on lui propose. Et la cohérence de ces démarches va permettre à l'enfant de mieux structurer ses apprentissages. Alors justement, pour éclairer ce propos, nous allons aller voir une séance en classe. Mais avant, Patrick, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu quelques clés pour décrypter le reportage que nous allons voir dans quelques instants. Bien sûr. Il s'agit d'enfants de moyenne et de grande section. Donc on est à la charnière entre le cycle 1 et le cycle 2. Donc c'est un âge où, comme tout le monde va pouvoir s'en apercevoir, il existe des différences très importantes entre les enfants. En maternelle, les classes pratiquent l'éducation physique en général une fois par jour pour des séances qui durent de 35 à 45 ou 50 minutes. Pour concrétiser ce dont nous parlions tout à l'heure au niveau des compétences, les instructions officielles nous fournissent un libellé de compétences qui est « oser réaliser en sécurité des actions dans un milieu aménagé ». Donc ce qui est important, c'est de se dire en tant qu'enseignant à quoi ça me renvoie. Que veut dire oser faire à cet âge? Que signifie en sécurité? Est-ce qu'on parle simplement d'une absence de risque, d'accident, ou est-ce qu'au contraire on est plutôt dans un rapport entre une prise de risque mesurée et une sécurité de l'enfant? Enfin, on parle de milieu aménagé, ça doit renvoyer l'enseignant à la cohérence de cet aménagement. Comment on peut concevoir un aménagement de manière à ce qu'il soit propice à l'acquisition de cette compétence? Alors, au travers de ces quelques explications, je vous propose de regarder avec un œil très précis le reportage que voici. Nous partons donc à l'école Camille Claudel, où nous retrouvons Annie Zulot. Voilà. Dans la situation proposée, il y a une zone de départ, la Maison Bleue, d'où partent 3 chemins. Un instrument de musique est placé à l'extrémité de chaque chemin. Les enfants doivent partir de la Maison Bleue et choisir un chemin pour aller faire de la musique. Il leur faudra ensuite revenir au départ pour reprendre un nouveau chemin. Je m'appelle Annie, je suis professeure des écoles et la maternelle Camille Claudel à Albi. Mon travail d'enseignante, c'est dans un premier temps de concevoir ce que je vais proposer à ma classe. Ce projet doit tenir compte à la fois des programmes officiels, des capacités et des désirs de l'enfant. J'ai une classe de moyenne et de grande section avec 25 élèves en tout. 5 sont malades aujourd'hui. Allez, c'est pas clair, on fait Aujourd'hui, je vais chercher à mettre en jeu l'équilibre des enfants et leur prise de risque.
Et pensez à aller faire la musique là-bas. Allez Marion, avance. L'objectif essentiel de cette unité d'apprentissage est de développer un répertoire moteur dans des situations inhabituelles. Il faut penser à organiser chaque situation d'apprentissage pour que les enfants soient le plus actifs possible. Pendant la séance, il faut savoir conduire, animer cette activité pour la relancer, pour la réguler ou pour profiter des idées, des projets des enfants. Pour le retour, on ne marche pas sur le chemin, on marche à côté. Pauline, regarde tous les enfants qui attendent derrière toi. Alors si tu ne sautes pas, en maternelle, tous les domaines d'activité sont indissociables. Par exemple, en EPS, je fais aussi de l'oralisation, de la socialisation, du décodage. Comme vous le voyez, je suis une enseignante polyvalente. Avant de se rhabiller, j'aimerais que vous disiez ce qu'on a fait, ce que vous avez fait dans les différents circuits. On a tourné Comment? Où c'est que vous avez tourné? à la barre. À la barre. Théodore. On a sauté sur un mur qui est là-bas. C'est quoi le truc qui est là-bas? Le grand tapis. Et avant de sauter sur le grand tapis? On a roulé sur l'entre-tapis bleu. Voilà. Chloé. Il y avait quelque chose qui basculait. Ah, il y avait quelque chose qui basculait. Et alors? Et il y avait quelque chose. Je prépare la séance suivante à partir de ce que j'ai pu observer, des réussites, mais aussi des échecs ou des difficultés des enfants. Alors, je vais bien évidemment vous demander vos réactions et vos commentaires par rapport à ce que l'on vient de voir. Odile, tout d'abord. Alors, je vais vous parler des premières séances d'éducation physique. Vous l'avez vu, il s'agit de la 3e séance. À quoi servent les premières séances? Elles sont très importantes pour le maître, parce que dans la compétence qu'Annie a annoncée, elle doit savoir quel est le niveau moteur des enfants pour prévoir les séances suivantes. Donc, c'est la première finalité des premières séances. Elles ne sont pas finalisées par un apprentissage. Peu importe que les enfants sachent tourner, sauter. L'important pour le maître, c'est de savoir à quel niveau ils en sont. Au cycle 3 et au cycle 2, pour prolonger, on parlera de situation de référence. Au cycle 1, comme dans les cycles futurs, ça doit comprendre un outil d'observation pour le maître. Cet outil d'observation, ce sont les niveaux d'habileté dans le domaine d'activité considéré. Pour l'enfant, un critère de réussite. Alors, c'est particulièrement vrai pour le cycle 2 et le cycle 3. Au cycle 1, c'est moins vrai. Néanmoins, la maîtresse a rappelé, n'oubliez pas d'aller faire de la musique avec les instruments de musique. Et donc, pour l'enfant, là, le critère de réussite, c'est j'ai réussi quand j'ai terminé le parcours, on peut dire. Au cycle 3, ce critère de réussite aura en plus un outil d'observation qui lui permettra de se prolonger plus tard dans l'action. Dans tous les cas, que ce soit au cycle 1, au cycle 2 ou au cycle 3, le domaine d'activité considéré, l'enfant doit pouvoir être au cœur de ce domaine d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'authenticité de ce domaine, qu'est-ce que l'authenticité de ce domaine? On peut dire que là, le domaine d'activité, ce sont les activités gymniques.
Eh bien, les activités gymniques peuvent être définies comme rouler, voler, tourner. Ici, c'est tourner, sauter pour voler, se déplacer, s'équilibrer. Eh bien, dans ces situations dites globales, l'enfant peut expérimenter, s'équilibrer, voler, tourner. Il permet donc à l'enfant de rentrer plus facilement dans l'action. Patrick? Au niveau du dispositif, il faut mesurer la relation entre le dispositif et la compétence qui est annoncée. Je la répète, oser réaliser en sécurité des actions dans un milieu aménagé. Ça nous semble caractérisé par 3 mots. Choix, autonomie et équilibration. Choix parce que on incite les enfants à exercer un choix entre 3 chemins à partir de la Maison Bleue. Il se posera à chaque retour à la Maison Bleue la même chose. Est-ce que je découvre l'ensemble des chemins? Est-ce que je répète le même par plaisir, par exemple? Ou au contraire, pour certains, est-ce que je décide de ne pas aller à ce chemin? L'instrument de musique est donc, comme disait Odile, à la fois un élément de motivation, de finalisation de l'activité. Ça permet aussi à l'enfant de mesurer la fin de son activité. Ça permettra à la maîtresse d'y faire référence en questionnant, par exemple, es-tu allé au chemin des grelots? Est-ce que tu as pris le chemin des maracas? L'organisation est importante parce que même si la maîtresse aide, sollicite, relance, elle vise à ce que les enfants fonctionnent en autonomie. Ce sont les enfants qui déterminent leur niveau d'engagement. Enfin, au plan moteur, comme au plan affectif, on est sur une dominante prise de risque et équilibre, tout en respectant des différences de capacité entre les enfants. Alors nous allons partir à Albi pour voir une seconde séance. En quelques mots, Patrick, quelques explications sur ce que l'on va voir, mais vraiment en quelques mots. La première séance que nous avons observée était la séance 3. Nous allons voir la séance 6. On a analysé ensemble le premier dispositif. Il faut être attentif, je crois, à l'analyse du deuxième dispositif en cherchant, d'une part, qu'est-ce qui perdure et qui permet des repères structurels au niveau de la classe, et qu'est-ce qui va être modifié. Et cette modification, nécessairement, renverra à l'analyse des objectifs de la maîtresse. Très bien, alors tout de suite, retour à Albi, à l'école Camille Claudel. Deux objectifs essentiels à cette séance. D'une part, s'approprier les règles de fonctionnement du travail en atelier et deuxièmement, structurer les apprentissages des séances précédentes. Qu'est-ce qui est écrit là sur cette affiche? Équilibré. Sauter. Alors, regardez derrière, il y a 3 couleurs. 3 lots avec des ardoises des 3 couleurs, les mêmes couleurs que votre foulard, rouge, jaune, bleu. Et je vais mettre maintenant ces dessins sur les ardoises. Là où il y aura ce dessin, qu'est-ce qu'il pourra faire? Sauter. Et sauter sur tout le chemin. Là où sera ce dessin? Rouler sur tout le chemin. Et là? Équilibrer sur tout le chemin. Au bout du chemin, toujours la musique. On fait la musique et on revient en silence, en dehors du chemin. Et tourner. On y va? D'après vous, quel est le groupe qui va aller rouler? Le rouge roule. Quel est le groupe qui va sauter? Le jaune. Et quel est le groupe qui va perdre de l'équilibre? Vous mettez devant votre toile. On peut y aller? Non, Lumière, tu es parti trop tôt. Recule. Vas-y, Sébastien. Voilà. Et la même chose sur tout le matelas. Viens sur le matelas, là. Non, mets ta tête sur le matelas. Là.
Voilà, très bien. Younes, vas-y. Le matin, vas-y, Thibaut. Vous venez de notre sorte. Ah non, en dehors de la maison de Dieu. Pourquoi Non, pas? on garde le même foulard, on garde la même couleur. Par contre, qu'est-ce que je vais changer? On va changer. Donc, des foulards, vous les gardez. On va changer de chemin. Ouais. Alors, s'équilibrer, c'est toujours ce chemin. Et laisse l'image là. Ah, je connais. On va le changer. C'est toujours ce chemin. Ah, je me suis. Ah. Et rouler, c'est toujours ce chemin. Donc, je laisse la Voyons, fiche. moi je vais prendre le rouge. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Moi je vais prendre le jaune. Ah ouais, jaune. Elle a peur du ballon. Elle a peur du ballon. Il saute? Ah oui, on s'entend. Et ça? Un peu plus loin. Bravo. Voilà. Moi je l'ai pris. Et là, attends. Non, non, non. Tu refais la même roulade que là-haut tout à l'heure. Tiens, Noémie, tu sauves pour de la barque. Hein? Certains enfants ont fait des progrès. Je pense par exemple à Carmen, à Bérénice, à Thibaut aussi. D'autres ont encore des difficultés. Marion, par exemple, on l'a vu, a quelques difficultés à tourner, à sauter. On a fait les 3 circuits. Avant de se chausser, vous allez ramasser un peu le matériel et ranger le petit matériel que vous pouvez. Ce qui est important, c'est que la situation soit suffisamment ouverte pour permettre à chaque enfant de réussir à son niveau. Vous défaites le nœud et vous me donnez les poulards. C'est des débrouilles pour les faire. Vous prenez vos mains. Poussez les pieds. Mets donc tes là. Languette. Papa, sur les mains. Ah non. Oh, c'est un gourmand. Alors, Chantal, quelques commentaires sur ce que l'on vient de voir. Oui, alors cette 6e séance avait 2 objectifs qui ont été clairement déclarés par la maîtresse. Le premier, s'approprier les règles du fonctionnement en atelier. Et le deuxième, structurer des apprentissages moteurs.
Alors, s'approprier les règles du fonctionnement en atelier, c'est de l'ordre des compétences transversales. Structurer des apprentissages moteurs, c'est de l'ordre des compétences disciplinaires. Cette 6e séance a mis en évidence également un travail interdisciplinaire, puisqu'on a vu la maîtresse se servir d'affichettes, et on peut bien supposer qu'entre la première séance que nous avons vue et celle-ci, un travail a été fait en classe, en situation de lecture. En effet, ces affichettes proposent 3 codages différents de la même action. Tout d'abord un mot, ensuite une flèche, un symbole, et enfin un dessin. La maîtresse ayant travaillé ça en classe, elle était en situation de lecture, et les enfants se trouvent là dans une situation de lecture fonctionnelle, puisqu'ils ont besoin de lire pour agir. Ce décodage va leur permettre de repérer l'action qu'ils doivent faire sur le chemin. En ce qui concerne le travail en atelier, on ne note pas ici de grosses difficultés d'organisation. Là, ça sous-entend un travail de fond, peut-être qui remonte bien avant la première séance. Je pense que la maîtresse doit travailler en atelier sur d'autres disciplines, parce que les enfants, on ne voit pas des enfants perdus dans cette séance. La structuration des apprentissages moteurs est favorisée par la saturation d'un type d'action par chemin, ce qui permet à l'enfant d'essayer, de recommencer, de répéter, afin de structurer ses conduites motrices. Cependant, nous sommes à l'école, et qui plus est à la maternelle, il n'est absolument pas question là d'apprendre des techniques. Les réponses que les enfants vont apporter aux problèmes posés par les chemins vont être très ouvertes, et c'est ce qui fait un peu la spécificité de l'EPS à l'école et à la maternelle. Alors nous allons maintenant atteindre la première phase d'interactivité. Auparavant, regardez bien le petit panneau qui s'affiche. Voilà les thèmes sur lesquels nous souhaitons que vous interveniez pour cette première phase. Voilà, donc les 3 points s'inscrivent actuellement sur votre écran. Et je vais demander tout simplement à Odile de nous les préciser, de nous les expliciter en quelques mots. Alors, didactique concerne les contenus d'apprentissage que la maîtresse a proposés. Est-ce que les contenus d'apprentissage sont en rapport avec la logique d'un enfant de maternelle moyen ou de maternelle grand? Les questions d'ordre pédagogique concernent la mise en œuvre de ce contenu, la démarche pédagogique, l'organisation matérielle et humaine, Chantal vous en a parlé, et la sécurité. Les instructions officielles, c'est tout ce qui est institutionnel. Les compétences annoncées par la maîtresse sont-elles dans les instructions officielles? Voilà, c'est donc sur ces 3 points et ces seuls 3 points que nous attendons vos questions. Et bonjour. Faut-il toujours organiser des séances d'EPS en atelier? Alors, oui, Patrick? Alors je dirais plutôt non, c'est-à-dire que ce n'est pas un fonctionnement qui est systématique. Par contre, il est porteur d'un certain nombre d'acquisitions fondamentales que les enfants doivent construire. Être capable de travailler ensemble, en autonomie, s'investir sans le soutien, sans la sollicitation permanente de la maîtresse, sont des acquisitions fondamentales au niveau du cycle 1 et du cycle 2, puisque la grande section fait partie des 2. Oui, oui. Oui, alors Chantal. en ce qui concerne le fonctionnement en atelier, c'est également très important au terme de la polyvalence dont je parlais tout à l'heure sur le structurer avec les enfants ce fonctionnement en atelier, c'est que en classe, on prépare à l'avance. Alors, Patrick parlait du cycle 1, mais quand on est en cycle 2 ou en cycle 3, ça permet à l'enseignant de préparer avec ses élèves la séance d'éducation physique au niveau de l'espace, au niveau de la préparation du matériel et de ce qu'on va y faire. Et donc, ça permet aux enfants d'anticiper ce qu'ils vont faire. Et ils sont en situation de projet d'action, c'est-à-dire ils anticipent ce qu'ils vont faire en atelier, ils le préparent et ils s'accaparent un peu la situation de cette façon-là. Et puis, j'ajouterais, par ailleurs, sur le plan des apprentissages moteurs, c'est aussi important au cours d'une unité d'apprentissage, dans des séances autres que les premières séances, pour structurer ces apprentissages moteurs. Dans un atelier, l'enfant va répéter la même action motrice, donc stabiliser des comportements moteurs propres à son âge. Une question par téléphone de La Rochelle, bonjour. Oui, bonjour.
C'était une question par rapport aux mesures de sécurité qui avaient été prises pendant la séance qu'on vient de voir. Je voudrais savoir à combien d'élèves on peut limiter un atelier, savoir quelles consignes on doit donner aux enfants, notamment quand est-ce qu'ils doivent partir, etc. D'accord, Patrick. Alors, je dirais qu'il y a deux aspects. Si la question est relative aux risques que prennent les enfants, il faut bien dissocier dans les séances d'éducation physique et quand on parle de prise de risque, les risques qui sont de l'ordre de l'objectif, c'est-à-dire il y a des risques objectifs, un enfant peut se faire mal, et les risques qui sont de l'ordre du subjectif, c'est-à-dire l'enfant pense qu'il prend des risques. Alors, il est évident qu'on cherche à se mettre dans une situation idéale qui n'existe pas, qui est une absence de risque objectif et des risques subjectifs assez forts vécus par les enfants. Il me semble que ça peut être résumé, cet aspect de sécurité prise de risque, par une phrase qui était de l'ordre de « ne supprimons pas les risques, la sécurité des enfants en dépend ». C'est-à-dire que quelque part, la prise de risque leur permet de construire des pouvoirs moteurs qui leur serviront dans les situations où ils auront des risques objectifs à ce moment-là. Très bien. Oui, Odile. Je voudrais ajouter maintenant et répondre à la deuxième partie de la question, nombre d'enfants par atelier. C'est simple à calculer, il y a 3 ateliers, il y a donc un tiers de la classe qui est concerné par l'atelier. C'est un chemin. Donc, les règles d'organisation humaine sont très importantes. Tu démarreras quand le premier sera arrivé à telle partie du parcours. Parce que ces ateliers, c'est un résumé de parcours qu'ils ont eu en situation globale lors des premières séances. Donc, c'est un fonctionnement qui est habituel depuis le début de l'unité d'apprentissage. Très bien, nous prenons une nouvelle question, toujours au téléphone. Oui, j'avais une question aussi à propos de la sécurité. On a en partie répondu à cette question parce que j'avais observé que beaucoup d'enfants se bousculaient sur le même atelier. Et je voulais savoir si la séance d'EPS n'était pas aussi le moment d'apprentissage du respect de l'autre, savoir attendre, savoir regarder l'autre. Chantal ? Oui, bien sûr. Dans les compétences transversales, le respect de l'autre, c'est une des règles essentielles. Et c'est vrai que ce fonctionnement en atelier, dans la mesure où il met les enfants en autonomie, parce que le maître n'est pas toujours derrière, il n'est pas derrière chaque enfant. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus vouloir, c'est un peu ce que disait Patrick tout à l'heure, vouloir supprimer tous les risques ou tous les débordements, parce que l'enfant apprend comme ça. Si on enlève tout, si on édulcore les situations, l'enfant n'apprend plus rien. Je crois que les situations globales sont faites pour ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des apprentissages moteurs et des apprentissages du respect de l'autre, attendre qu'il ait fini, les consignes dont a parlé Odile aussi. Pour les petits, c'est très important de savoir, parce que c'est vrai qu'un petit, pour nous adultes, faire attendre pour un toboggan, se mettre l'un derrière l'autre, ça paraît évident. Pour des enfants petits de 2, 3, 4 ans, c'est absolument pas évident. Et c'est grâce à ça qu'ils vont l'apprendre. Patrick ? Je rajouterais à ce que dit Chantal, si on a pour intention en tant que maître de travailler sur la règle, ça suppose qu'on réfléchisse à la fonction de la règle. Nécessairement, il faut qu'il y ait des cas d'application de cette règle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où l'enfant est obligé d'obéir à une règle dont il ne comprend pas le fondement. Il faut bien qu'à un moment donné, un certain nombre de problèmes se posent. Par exemple, il y a des embouteillages sur le parcours, par exemple, pour que la maîtresse puisse faire une construction de règles avec les enfants. Et dans ce cas-là, l'enfant se trouve dans un cas de figure où il comprend la fonction de la règle puisqu'il voit son application possible. Oui, alors je voudrais également rajouter quelque chose par rapport aux compétences transversales. Parce que ces compétences transversales, elles sont dans les IO, donc les maîtres ont à apprendre ça aux enfants au même titre que les compétences disciplinaires. Mais ils ont des problèmes pour les évaluer, ces compétences, parce que c'est pas toujours évident. Mais dans ce cadre-là, si les enfants sont confrontés dans diverses disciplines, parce qu'on est en EPS, mais j'ouvre toujours sur la polyvalence, parce qu'effectivement, pour l'enfant, il ne va pas construire ça qu'en EPS. Si le problème est le même quand en français, en maths, etc., il va construire cet apprentissage de attendre son tour, attendre que l'autre ait fini de parler, etc. Et l'enseignant, par les démarches qu'il met en place un apprentissage proprement dit, même pour des compétences transverses.
Odile, alors? Par ailleurs, si les enfants se bousculent, la maîtresse a prévu une chose dans sa préparation de séance qui est très importante, c'est de limiter le risque objectif. Et vous avez pu remarquer dans le film qu'il y avait des tapis partout. Donc certes, on est confronté à l'erreur, mais l'erreur n'entraîne pas un enfant blessé. Nous prenons tout de suite une nouvelle question. Elle nous vient par fax du téléaccueil. Et alors c'est un fax d'Épinal. Les instructions officielles parlent de projet. Le commentaire utilise 2 fois le mot projet. Projet des enfants d'Issard, projet pédagogique d'autre part. Est-il possible de préciser cette notion de projet dans le cadre de l'EPS? Alors Chantal. Bon, alors d'abord, avant de le développer dans le cadre de l'EPS, on pourrait peut-être le développer dans un cadre général, et j'en reviendrai à l'EPS. Le projet pédagogique et le projet des enfants, c'est vraiment 2 choses très différentes. Et c'est vrai que ce mot projet est employé un peu à tort et à travers, on ne sait plus trop où on en est. Le projet pédagogique de l'enseignant concerne vraiment sa profession, son métier d'enseignant. Il a des compétences à faire acquérir aux enfants. Donc son projet pédagogique va prendre en compte les instructions officielles. Le projet des enfants, c'est tout autre chose. Mais c'est quand même le maître qui va, dans la préparation de ces séances, faire en sorte que l'enfant soit en projet. Le projet des enfants, lui, va les concerner directement. C'est-à-dire que si on reprend par exemple la séquence qu'on a vue avec les enfants de maternelle, eh bien, le projet des enfants était d'arriver au bout pour faire de la musique. C'est-à-dire que le projet des enfants doit vraiment finaliser les apprentissages qu'ils vont faire. Ils étaient obligés de passer à travers des obstacles pour aller faire de la musique. Mais là, le projet des enfants, c'est d'aller faire de la musique. Les projets sont au niveau des personnes qui sont concernées par ça. Complément d'information, Odile? Alors, je vais parler du projet en EPS. Le projet en EPS concerne la discipline, répondre à une compétence annoncée dans les instructions officielles et tenir compte du niveau de l'enfant que l'on a. Choisir un domaine d'activité qui va répondre à cette compétence des instructions officielles. Le projet de l'enfant, dans ce projet du maître, qui va se traduire dans une unité d'apprentissage ici en activité gymnique, ça va être de répondre selon ses pouvoirs moteurs dont nous avons déjà parlé et d'améliorer ses pouvoirs moteurs. Donc petit à petit, il va construire des apprentissages au travers des actions motrices, rouler, sauter et s'équilibrer. Nous allons prendre une nouvelle question par fax. Elle nous vient de Paris. Pour l'enseignant débutant, peut-il être aidé ou soutenu en ce qui concerne la pédagogie et doit-il tout inventer par lui-même? Odile. Eh bien, je pense qu'un enseignant débutant, par définition, est soutenu. Chantal pourrait y répondre. Elle est conseillère pédagogique de circonscription et son rôle est évidemment de soutenir les enseignants, non seulement débutants, mais aussi confirmés, dans la mise en œuvre de l'EPS à l'école. Alors, oui. votre soutien, Chantal. Voilà. Alors, c'est vrai que notre rôle, dans la définition de nos missions, les conseillers pédagogiques, la formation des débutants est la priorité. C'est-à-dire que quand vous arrivez, enfin, je m'adresse aux candidats qui écoutent, quand vous arrivez dans une circonscription, normalement, il y a toujours un conseiller pédagogique en éducation physique sur les circonscriptions. Et il ne faut pas hésiter à faire appel aux conseillers si on en a besoin. Mais les conseillers n'attendent pas non plus qu'on fasse appel à eux. C'est-à-dire que quand nous sommes en circonscription, nous connaissons les enseignants débutants qui arrivent et nous faisons un devoir d'aller les voir en priorité. Alors les aides ensuite peuvent être de tous ordres. On peut venir sur le terrain, on peut les voir en dehors de la classe. Bon, je ne peux pas m'étendre trop sur le sujet. Oui, ce que je rajouterais à ce que dit Chantal, c'est que l'enseignement, c'est pas forcément une pratique solitaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des collègues aussi à côté. Et l'ensemble de l'évolution de la profession montre qu'on cherche à promouvoir ce travail en équipe. Donc, il y a les collègues et puis il y a aussi ceux qui ont laissé les traces avant. Je pense à toutes les revues pédagogiques, l'ensemble des publications qui font qu'on n'est pas obligé de repartir à zéro à chaque fois. Très bien, Nanti, de tous ces soutiens. Nous allons prendre une nouvelle question par fax. Elle nous vient de La Roche-sur-Yon. Quelle différence faites-vous entre les mots savoir et compétence?
Odile, non? Alors, oui. oui. Les compétences, ce sont les compétences des instructions officielles. Oser réaliser en toute sécurité des actions inhabituelles dans un milieu aménagé. Les savoirs à acquérir, on parle encore de connaissances. Eh bien là, les savoirs à acquérir en termes d'habileté motrice, c'est rouler, s'équilibrer et sauter. Patrick, une précision? Oui, je voulais dire que on n'a pas facilement le temps de traiter exactement d'une manière pointue parce que ces mots de compétence et savoir sont souvent utilisés dans des acceptions assez diverses. Je dirais plutôt que, d'une part, il ne faut pas renvoyer l'idée de savoir à l'idée de quelque chose de l'ordre forcément du cognitif. C'est-à-dire, dans ce qu'a dit Odile, on peut considérer que pour un enfant, s'équilibrer, c'est un savoir. Qu'est-ce qu'on peut entendre par l'idée de compétence? Je crois que l'idée de compétence, c'est quelque chose de beaucoup plus large. En tout cas, on peut le définir à contrario, si vous voulez, d'une capacité précise. C'est-à-dire que quand on exprime une compétence large de l'ordre de oser réaliser, ça suppose effectivement que l'enfant soit capable de traduire ça en axe, c'est-à-dire en capacité plus précise. Mais le contrat qui est proposé à l'enseignant dans le cadre des instructions officielles vise à construire quelque chose de beaucoup plus large. Alors Patrick, on va se tourner vers vous puisqu'on va maintenant revenir plus précisément à l'entretien, à cette épreuve qui va être passée dans quelques semaines. Quels sont les différents supports auxquels les étudiants peuvent être confrontés? Alors l'épreuve d'entretien s'articule à partir de l'analyse d'un document qui peut prendre différentes formes qu'on va essayer de détailler ensemble. Au-delà de ces différences, il a pour fonction de permettre au jury de mesurer la plus ou moins grande connaissance du candidat en matière de démarche pédagogique à l'école. Prenons un exemple, si le sujet propose une situation de classe, le jury incitera le candidat à analyser la cohérence au plan des démarches, par exemple, ou le cas échéant, proposer autre chose. Donc, l'analyse des sujets que nous avons faite avant l'émission au niveau de l'ensemble des académies montre en gros 4 grands types de sujets. Ces différentes formes peuvent être, par exemple, un dispositif matériel à mettre en relation avec un niveau de cycle et un type d'activité. Il faudra alors nécessairement pour le candidat reconstruire les objectifs précis et l'organisation indispensable à l'activité du groupe. Ça peut être aussi des photos d'enfants en activité à mettre en relation avec des objectifs ici sous-jacents. C'est une 4e séance. Il faudra que le candidat soit capable de reconstruire son amont et son aval. On peut trouver aussi la préparation d'un maître qui a formulé des objectifs, organisé des situations et observé des réponses de sa classe. Il faudra que le candidat, dans ce cas, analyse la cohérence de ce document de préparation. Enfin, on trouve aussi des extraits de revues pédagogiques. Il faut en général se positionner par rapport au contenu de cet article général pour le transformer en séance ou en unité d'apprentissage cohérente. Enfin, certaines académies proposent aussi des supports vidéo à analyser. À partir de l'observation d'une séance de classe, le jury propose au candidat de reconstruire des objectifs ou d'analyser des comportements d'enfants, enfin de proposer une suite possible à une séance de classe. Alors justement, nous allons repartir en classe, nous allons voir une nouvelle séance, cette fois-ci en cycle 3. Et avant de voir cette séquence vidéo, Odile, j'aimerais que vous nous donniez, et que vous donniez surtout aux étudiants qui vont regarder cette séquence, quelques clés pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, le film que vous allez voir maintenant illustre une séance de jeu collectif au cycle 3 et plus particulièrement en CM2. Elle répond à la compétence s'inscrire dans un projet collectif qui vise une meilleure performance et qui permet d'apprécier son niveau de pratique. Les jeux collectifs, domaine d'activité précisé dans les instructions officielles, disent au-delà d'habileté à acquérir, c'est s'inscrire dans un projet collectif. C'est ça qui est important. La situation proposée, c'est une situation de référent. 3 contre 3, jeu de basket, elle répond à la logique interne de l'activité. Qu'est-ce que c'est? C'est 2 groupes qui s'affrontent pour atteindre une cible en respectant des règles dans un espace délimité. 4 pôles sont reliés, la balle, la cible, le partenaire et l'adversaire. Nous sommes donc sur les ressources informationnelles.
L'enfant va devoir s'informer par rapport à ça. Vous pouvez me poser la question, en quoi est-ce éducatif? Eh bien, c'est éducatif et vous devez vous la poser. C'est éducatif parce que ça permet à l'enfant d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies, d'opérer des choix, de gérer des déplacements avec des trajectoires de balles en conditions d'urgence. Quel est le rôle du maître? Posez-vous-le pendant la séance. Ce rôle du maître, c'est d'observer le niveau des enfants dans les différents rôles qu'ils vont tenir. Porteurs de balles, non porteurs de balles, défenseurs. Quel est le rôle des élèves? Eh bien, le rôle des élèves en cycle 3 est de connaître le résultat de leur action, mais aussi et surtout d'analyser ce résultat par rapport à leur comportement moteur sur le terrain et d'envisager avec le maître les progrès qu'il leur reste à faire. Alors, nous avons les clés. Chantal, maintenant, il y a également des pistes à observer. Voilà, on va vous donner 3 pistes afin de mieux lire cette vidéo. La première piste, c'est de trouver les points communs et les différences entre le premier film de la maternelle d'Albi et celui-ci. Donc, les points communs et les différences entre le premier film sur la maternelle d'Albi et celui-ci. Ces points communs doivent concerner la démarche du maître et le type de situation proposée. Ensuite, la deuxième piste, comment et pourquoi la situation proposée répond-elle à la compétence annoncée? Le maître annonce une compétence, comment la situation répond à cette compétence? Et la troisième, au cours de cette séquence, vous allez voir différents lieux dans différentes situations. Quel lien existe entre ces différentes situations et appartiennent-elles toutes à l'EPS? Voilà, alors maintenant, eh bien, nous partons tout de suite pour l'école Falcucci de Toulouse, où nous retrouvons Jean-Marc Beder, professeur des écoles. Je m'appelle Jean-Marc Beder. Ça fait 18 ans que je travaille à l'école Falcucci, qui est une école située dans un quartier périphérique du centre-ville de Toulouse. L'école est située en bordure de rocade, tout près d'une bouche de métro. Nous disposons principalement des 2 cours de récréation pour faire les activités d'éducation physique, d'un gymnase qui est sommairement équipé pour les activités de sport collectif et du terrain de foot du club local. J'ai une classe de CM2 qui compte 18 élèves, 7 garçons, 11 filles. Nous commençons une unité d'apprentissage de 12 à 15 séances d'1 heure dans le domaine des jeux collectifs. Au CM2, nous avons choisi de nous intéresser au basketball. On se retrouve là, tous les 5, pour essayer de revenir un petit peu sur ce qu'on a fait ce matin. D'accord, sur la séance de basket de ce matin. On a commencé en classe. D'abord, on a parlé. On va démarrer une séance pour essayer d'évaluer à peu près, de voir ce que vous savez faire, ce que vous avez déjà appris éventuellement. On va commencer ça donc par rapport à du jeu 3-3, 3 contre 3, sur des petites périodes de 5 minutes. D'accord? Il y avait deux fiches sur les tableaux. Et après, on a discuté de ça. On a discuté de ces 2 fiches. Que faut-il pour jouer à ce jeu? D'accord? Donc 2 équipes de 3 joueurs. On a parlé des 2 observateurs également. Tu as dit observateurs, il y a 2 rôles différents. Ouais, chanteur et écrivain. Alors quels que c'est ces 2 rôles-là? Chanteur, écrivain, tu l'as dit. Le chanteur, c'est celui... L'écrivain, c'est celui qui écrit. Oui. Le chanteur, c'est celui qui dit. Quand il marque, Celui qui parle, d'accord? Celui qui essaye de voir sur le terrain comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il dicte à son écrivain? Le nombre de possessions, combien de fois l'équipe a eu la balle, oui. Combien de fois ils ont essayé de tirer, une tir tenté, et combien de fois ils ont tiré, ils ont marqué. Tir tenté bleu et tir aussi. Position verte, position.
arbitre. Arbitre, c'est celui qui chronomètre et qui dit contact, reprise de dribble, ici marcher et ici plus les touches. C'est bien, tu l'as vu. Attends, Token, s'il te plaît. La première des choses, si tu le dis, eux ils n'entendent pas. Eux, ils réagissent au sifflet. Donc tu siffles et après que je explique, d'accord? Mais c'était bien, tu l'avais vu. Stop. Et déclenche le chrono là. Mettez-vous où vous étiez. Donc ici, le critère de réussite, c'est-à-dire ce qui va me permettre de dire j'ai gagné ou j'ai pas gagné, parce que l'objectif c'est quand même de gagner ici, d'accord? Ça va être un rapport, hein, une fraction ici, on a étudié un petit peu les patterns, entre le nombre de tirs qu'on a tentés et le nombre de possessions de balles. À la fin du match, qu'est-ce qu'on a regardé? Eh ben, on a pris les feuilles, on a regardé les feuilles, et on s'est mis en groupe. Oui. Et on a parlé. Et on a parlé. Et toutes les feuilles. On a regardé toutes les feuilles, aussi bien les feuilles des matchs qui se sont déroulés sous le préau que celles des matchs qui se sont déroulés sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on en a dit de ces feuilles? À quoi elles vont nous servir ces feuilles finalement? À améliorer. À améliorer quoi? Améliorer notre jeu. Améliorer notre jeu. Alors Adil par exemple, tu vas t'asseoir et tu vas nous dire ce qui s'est passé sur le terrain de basket entre l'équipe verte et l'équipe bleue. L'équipe verte a 13 possessions de balles. L'équipe après tir tenté 3 et 1 réussi. Voilà, l'équipe verte sur le terrain de basket pendant ce match-là a eu 13 fois la balle en main, a tenté 3 tirs. On trouve plus de possessions que de tirs tentés. À quel moment est-ce que vous la perdez la balle? Quand on veut aller marquer. Quand on veut aller marquer, c'est-à-dire au moment où vous... Voilà, au moment où vous avancez vers la zone d'attaque, d'accord? On a un problème pour marquer, il faut même avant de marquer, essayer de marquer. Pour essayer de marquer, c'est-à-dire on a un problème pour arriver au panier. Voilà, pour arriver au panier. On a des statistiques là qui sont finalement un petit peu moins bonnes que ceux qui étaient sous le préau, hein, avec pas mal de possession de balles, mais finalement peu de tirs tentés. Hein, ça dépend des matchs. Bien. Alors qu'est-ce qu'il va falloir travailler à partir de ça? À se pas faire prendre la balle. Voilà. Conserver la balle. Ça c'est dans la règle du jeu. Hein, mais apprendre à éviter les défenseurs. Ça c'est intéressant ce que tu l'as dit. Essayer d'échapper aux défenseurs et quoi d'autre? Se faire des passes. Se faire des passes. Hein. Mais des dans quel sens se faire des passes? Dans du panier. Ouais. Dans l'axe du panier, d'accord? Mais ceux qui n'ont pas le ballon, est-ce que leur rôle n'est pas important aussi? Voilà, se déplacer. Adil l'a très bien fait constamment. Alors voilà le mot, démarquer. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire, se démarquer? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Se déplacer dans des coins. Se déplacer, pourquoi faire? Pour avoir la balle, pour vous donner une possibilité de faire des passes à la touche, à son client. Attends. Pour donner une possibilité à son joueur. Et à celui qui a le ballon. C'est peut-être parce que, le porteur du ballon n'arrive pas à la conserver. Ça, c'est une possibilité que Yasmina a évoquée. 2, c'est peut-être, comme l'ont dit les garçons, que ceux qui n'ont pas la balle, mais qui sont attaquants quand même, ne proposent pas de solution. Ça, c'est déjà 2 constats importants. D'accord? Bien. Donc, on va commencer ou continuer, disons, les séances en essayant de voir comment on peut améliorer à partir du constat qu'on a inscrit sur nos fiches. Hein? On a vu qu'on perdait souvent la balle, on a vu qu'on avait du mal à arriver sous le panier assez rapidement. Ibrahim disait tout à l'heure, il faut essayer d'éviter les défenseurs ou d'aller plus vite qu'eux. Donc on va essayer de mettre en place des choses maintenant, des ateliers ou des séances, si vous voulez, qui vont nous permettre de travailler ça. Hein? Bon, alors quoi mettre en place? En définitive, ce qui m'intéresse, c'est que les enfants comprennent le chemin qu'il leur reste à parcourir. Dans cette séance, j'ai pu observer 2 niveaux de pratique. Des enfants qui ont du mal à conserver le ballon et à l'amener en zone de marque. D'autres enfants qui conservent le ballon, mais qui ont du mal à se démarquer et à battre les défenseurs. Bien dit, la défense. Dans les prochaines séances, je mettrai en place une pédagogie différenciée. Les compétences de mon unité d'apprentissage seront jouer vite en mouvement vers la cible, mais je travaillerai la compétence conserver le ballon pour aller tirer. Bien. Loquette, s'il te plaît. Qui était responsable de la pole de nos stars rouges?
les chronomètres à Dilali, les ballons à Ibrahim qui arrête de jouer avec, de récupérer les feuilles et les plats. Odile et Patrick, j'ai bien évidemment vous demander quelques réactions sur cette séance que nous venons de voir, à commencer par vous, Odile. Eh bien, moi, je vais vous parler de la situation mise en œuvre par le maître. Dans les deux cas, à Albi comme à Toulouse, cette situation permet au maître d'évaluer le niveau des enfants, l'on peut dire. C'est une situation de référence au cycle 3. La différence entre le cycle 1 et le cycle 3 est au niveau du critère de réussite. Vous l'avez vu, les enfants ont une fiche d'observation sur le résultat de leur action qui est différente du gain du jeu gagné et perdre. Nombre de possessions de ballon par rapport au nombre de tirs tentés, rapport entre les deux. Les enfants vont pouvoir élaborer ce qui est propre au cycle 1, élaborer un projet à long terme, au cycle 3, pardon, excusez-moi, je me suis trompée, c'est-à-dire, comme vous l'avez vu sur le film, prévoir avec le maître les objectifs de l'unité d'apprentissage et ce qui est fondamentalement différent du cycle 1. Mais la situation dans les deux cas est une situation qui est globale. On est en EPS quand les enfants donc observent, je viens vous le dire, jouent au basket, mais aussi quand ils lisent la fiche. C'est ce que Chantal vous a dit au niveau des cycles 1, c'est pareil au cycle 3. Les affiches servent à lire, on est en français, mais on est en français pour comprendre en classe ce qu'on va mettre en œuvre sur le terrain. C'est à la fois du français, mais c'est aussi des maths. Chantal pourra vous en parler plus tard. Quand on calcule un rapport, le maître l'a dit, vous vous souvenez, on a vu les fractions. C'est donc la polyvalence du maître. Analyser et prévoir, c'est le langage. C'est de l'EPS, mais c'est aussi du langage. On est vraiment sur de l'interdisciplinarité et la polyvalence du maître. Patrick? Il y a donc des points de convergence entre les maternelles qu'on vient de voir et les CM2. Il y a aussi, Odile en a parlé, des points de divergence assez forts. On peut même parler d'un certain nombre de ruptures qui sont dues à un niveau de maturation différent de l'enfant. Au début du cycle 1, l'enfant s'engage dans l'action parce que le plus souvent, l'action, le plaisir de faire, est un moteur suffisant à son activité. Au cours du cycle 1, et enfin, de la fin du cycle 1, l'enseignant, en général, aide l'enfant à prendre en compte les résultats de ses actions, à comparer l'effet que l'enfant a recherché et l'effet qu'il a obtenu. C'est cette activité qui permet au cycle 2 d'établir des relations entre des manières de faire et puis des effets escomptés. Et en général, si au cycle 3, le plaisir de faire reste un moteur très important, on peut parler aussi de stratégie d'action, c'est-à-dire que l'enfant choisit un certain nombre de solutions qui lui sont proposées ou qu'il invente en fonction d'un projet. Alors bien sûr, ce qui est important de réaliser là, c'est que ça ne se fait pas spontanément. C'est-à-dire, c'est parce que le maître a conçu une unité d'apprentissage où ce type de recherche est non seulement possible, mais je dirais nécessaire pour que les enfants recherchent une meilleure performance. Alors nous allons arriver bientôt à la nouvelle phase d'interactivité et nous allons vous montrer tout de suite ce que l'on attend de vous. Regardez bien, voilà donc la question qui vous est posée. Quelle suite donner à cette séquence en précisant les objectifs et les situations? Alors Chantal, qu'est-ce que précision bien évidemment sur ce que l'on attend précisément des étudiants? Oui, alors une précision. D'abord, je vais resituer cette simulation d'épreuve par rapport au bulletin officiel qui décrit les épreuves en éducation physique au concours. Il y a un endroit, le candidat devra montrer ses capacités à imaginer quelques activités à proposer à la suite de la séquence présentée. Donc on se situe dans ce domaine-là. On va imaginer, c'est une simulation d'épreuve. Alors on va imaginer que le film que nous venons de voir est le sujet proposé, c'est une vidéo, et les questions que l'on a vues sont donc la proposition de travail. Donc je les répète, quelle suite pourriez-vous donner à cette séance? Précisez les objectifs et les situations. Alors pour être un peu plus clair, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, on pourrait peut-être le formuler autrement. On vous demande donc de préparer là où les séances qui vont suivre celles que nous venons de voir, en précisant bien quels sont les objectifs que vous visez et les situations que vous mettez en place en cohérence avec ces objectifs.
Donc on vous demande de vous mettre dans une situation d'enseignant au travail qui prépare son unité d'apprentissage, sauf qu'on ne vous demande pas de préparer l'ensemble de l'unité d'apprentissage, de vous remettre dans la peau de l'enseignant qui a fait cette situation et ce qu'il va proposer. Pour ça, vous pouvez vous aider de la vidéo qu'on a vue avec les maternelles, puisque là, nous avons vu 2 séances. Une première situation globale, comme le disait Odile, mais on a vu la séance qui suivait. Alors, pour rassurer tout le monde, on sait bien que les candidats sont en formation, on sait bien que ce ne sont pas des enseignants, donc il ne faut pas qu'ils aient peur de se tromper, parce qu'on sait bien que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, proposez ce qui vous vient à l'idée, pour nous, c'est l'essentiel, et on essaiera de s'en sortir. Et éventuellement travailler en groupe, voilà. Je peux ajouter quelque chose, je dirais, puisque pour une fois, vous ne vous trouvez pas tout seul, vous êtes dans un amphi ou une salle où vous êtes plusieurs. Travaillez avec votre voisin ou votre voisine, concevez la séance ensemble, ce sera bien plus agréable. Nous prenons tout de suite un premier fax qui nous vient du téléaccueil. Je proposerai un atelier pour améliorer les tirs, car il y a eu beaucoup de tirs, mais pas de réussite. Mon objectif, améliorer la technique des enfants, garçons et filles, pour permettre d'obtenir davantage de points. Ensuite, je les ferai jouer au basket librement, j'observerai la technique de tir au panier. Alors, Odile. Alors, je vais répondre à cette question. C'est en effet possible. L'organisation travaille sous forme d'atelier, donc d'après ce que j'ai pu comprendre, un atelier dont vous allez travailler l'habileté motrice à tirer et un autre atelier, jeu global de basket, où vous allez observer. Je vais un peu resituer. La compétence à acquérir, c'est s'inscrire dans un projet collectif visant à améliorer sa performance et apprécier son niveau de pratique. Alors, l'habileté à tirer, oui, mais dans une situation qui répond à la logique interne de l'activité. Donc, tirer pour tirer, ça n'existe pas. Tirer quand il y a quelqu'un qui fait écran devant, oui. Donc, votre réponse est partiellement bonne. La deuxième chose, situation globale, je pense qu'il faudra aller au-delà d'une situation certes globale, c'est important, une situation de jeu où on réinvestit ce qu'on a appris, mais en répondant à la compétence annoncée par le maître en fin de première séance que vous n'avez pas relevée, conserver la balle pour aller tirer. Et là, on répond aux enjeux d'apprentissage des jeux collectifs, quelle stratégie mettre en œuvre pour aller tirer, élaborer, prévoir ces stratégies, les mettre en œuvre pour après éventuellement y revenir si on n'a pas réussi. Quelle démarche est-ce? C'est une démarche expérimentale au cycle 3. Donc, c'est observer, ça a été fait les premières séances. Je vous rappelle qu'il s'agit de la deuxième séance. Patrick? Oui, je rajouterai, sans interpréter trop exactement la question, enfin, du moins la réponse. C'est-à-dire que je ferai un atelier de tir. Je crois que là aussi, il faudra se poser la question de savoir dans quelle mesure, s'il y a un atelier de tir, qui est une possibilité, effectivement, peut-être pas, à mon avis, la priorité, s'il y a un atelier de tir, dans quelle mesure les enfants pourront faire un transfert entre les habiletés qu'ils vont développer dans cet atelier de tir et la situation de jeu dans laquelle ils vont être, vous aviez parlé de situation globale, et où il faudra qu'ils reconnaissent la situation de tir, ce qui est quelque chose de très différent. Donc, je m'inscrirai plutôt en faux si l'atelier de tir que vous n'avez pas réellement décrit, mais peut-être par faute de temps, c'est un atelier de tir centré uniquement sur l'habileté, où les enfants, par exemple, ont un ballon chacun, ou font, disons, à la queue leu, un moment de tir au panier, très centré sur l'habileté, mais qui sera très loin d'un réinvestissement possible en situation de jeu. Une dernière précision, Chantal? Oui, je voudrais relever un mot qui a été employé par la personne qui a proposé, la technique. Je crois qu'il faut faire attention. Odile, au début de l'émission, a bien exposé la différence entre le PS et le sport.
C'est-à-dire, quand on parle de technique, on n'est pas dans un club sportif où on a une technique pour marquer, pour faire un tir au panier, et on imite, on donne une technique, on donne la solution. Ici, si on fait un atelier, effectivement, c'est possible avec des cycles 3. Moi, je crois que ça aurait été intéressant quand même, comme on l'a vu dans le film de Falcucci, de demander aux enfants qu'est-ce qu'ils avaient observé, à quel endroit ils réussissaient pas. Les enfants vont le dire, on n'arrive pas à marquer des paniers, etc. Et ensuite, on leur demande d'essayer de trouver eux-mêmes des solutions. Il n'est pas question, là, d'imposer une technique. Voilà. Alors nous allons prendre tout de suite une nouvelle proposition qui nous arrive par fax, et c'est un fax qui nous vient de Grande-Sainte. Pour apprendre à aller vers le panier, faire un relais, passer la balle, la récupérer et faire un double pas. Pour apprendre à se démarquer, faire une passe à 10, pas de dribble, et donc obligatoirement aller vers le panier également. Odile. C'est le même type de réponse. Dribbler autour des plots, tirer, c'est un apprentissage technique, je dirais, déconnecté du jeu réel. Donc, il faut absolument le resituer dans une logique interne de l'activité où tirer pour tirer, ça n'existe pas. Ils ne pourront pas réinvestir dans du jeu global. Il faut donc réaménager votre atelier en tenant compte d'une interaction entre les 4 pôles que l'enfant doit tenir compte sur un terrain. La balle, la cible, vous y êtes, mais vous oubliez le partenaire et l'adversaire. Si vous voulez les faire tirer, il est évident qu'il faut mettre l'adversaire en veilleuse, c'est-à-dire le diminuer, il faut mettre les partenaires en premier plan. Donc, votre double pas, ça c'est vraiment de la technique des enfants de cycle 3. Certains d'entre eux vont y arriver, d'autres auront des difficultés. Donc vous allez hiérarchiser comme en club, les gamins. Par contre, tirer, ils y arriveront. Vous allez donc mettre, par exemple, 3 attaquants contre un défenseur. Pour la passe à 10, vous oubliez une chose fondamentale, vous allez perfectionner leur passe, gérer des déplacements et des trajectoires de balles en conditions d'urgence. Vous répondez donc à un enjeu d'apprentissage, c'est-à-dire en quoi c'est éducatif, mais vous oubliez encore une fois un réinvestissement dans le jeu global, c'est-à-dire la cible à atteindre. Encore une fois, une information, excusez-moi Pascal, qui n'a pas été prise en compte. Voilà, enfin, je voulais réagir sur ce que disait Odile, c'est-à-dire dans la situation de passe à 10, les enfants ne sont pas dans une situation où l'espace est orienté. Dans la situation où ils étaient, dans le 3 contre 3, ils ont à orienter cet espace pour pouvoir faire en sorte que la balle progresse. Pas simplement pour la conserver et ne pas se la faire prendre, mais qu'elle progresse vers une cible. Quelle qu'elle soit un panier, elle pourrait être une zone, etc. Dans la situation de passe à 10, on va se retrouver avec un espace qui est neutre, qui n'a pas d'orientation. Il leur sera très difficile de transférer les apprentissages qu'ils auront développés dans cette situation de passe à 10, même si, bien entendu, ça leur aura permis de faire des passes, d'échanger, etc. Mais le transfert sera quand même assez loin de la situation de départ. Alors Odile, vous vouliez rebondir? Oui, je voudrais rebondir. Il faut faire très attention quand vous, je pars d'un point de vue général, quand vous traitez un sujet, le maître a annoncé sur ce sujet, quelle que soit sa forme, vous avez une forme vidéo, mais ça peut très bien être un écrit. Il annonce une compétence à acquérir. Jouer vite en mouvement, donc la passe à 10 y répond, mais il ajoute conserver la balle pour aller tirer. Donc la cible est concernée. Les situations que vous proposez doivent être en accord avec cette compétence. Alors nous prenons tout de suite une nouvelle proposition. Bonjour. Oui, bonjour. Constat, il y a 2 objectifs à atteindre. Premièrement, conserver le ballon pour aller tirer. Faire jouer des élèves 1 contre 1. Un joue le rôle d'attaquant, un joue le rôle de défenseur. Jouer vite en mouvement vers la balle. Faire jouer les élèves 2 contre 1, 2 attaquants, un défenseur pour permettre le démarrage. On travaillera la vitesse et l'habilité. Alors, Odile, à nouveau. Oui, je veux bien répondre. Il me semble, enfin je pense que mes collègues seront d'accord avec moi, c'est tout à fait cohérent. C'est-à-dire que vous avez donc prévu, on n'a pas bien entendu, hein, excusez-moi, un contre un,
si vous voulez, on peut demander, est-ce qu'on nous répète, est-ce qu'on peut nous répéter le contenu de la proposition, s'il vous plaît? Alors, la première, c'est conserver le ballon pour aller tirer, faire jouer des élèves 1 contre 1. Un joue le rôle d'attaquant, un joue le rôle de défenseur. La deuxième, c'est donc jouer vite en mouvement vers la balle, faire jouer les élèves 2 contre 1. 2 attaquants, un défenseur pour permettre le démarrage. Objectif, on travaillera la vitesse et l'habilité. Voilà. Oui, c'est 1 contre 1, c'est très bien, mais si vous voulez travailler, conserver la balle pour aller tirer, vous devrez donner comme consigne supplémentaire à votre défenseur, je ne fais que compléter votre réponse, c'est que le défenseur doit servir d'écran, mais en aucun cas avoir ce rôle de reconquérir la balle absolument pour aller tirer, mais simplement faire écran pour telle une situation de match. Nous prenons une nouvelle proposition, elle nous vient par fax de Montpellier. Pour faciliter, augmenter le nombre de tirs, jouer sur l'inégalité numérique, 4 attaquants, 3 défenseurs. Oui, c'est une réponse qui me semble assez cohérente. C'est-à-dire que vous êtes en train de décrire une situation qui a des caractéristiques très proches de la situation dans laquelle il se trouvait, mais vous avez joué sur un facteur facilitant, on va dire, pour aider les attaquants à atteindre la cible. Vous pouvez jouer avec un défenseur de moins, avec 2, avec 3. Il y a d'autres manières d'handicaper, si vous voulez, les défenseurs, mais ça me semble être une réponse assez cohérente. Alors, moi, je voudrais rajouter, c'est pas la situation dont je voudrais parler, mais c'est la façon dont on la met en œuvre, cette situation. Alors, on avait parlé de situation objective, mais il faudra jamais oublier, j'en reparlerai un peu plus loin, comment faire avec une classe pour mettre en œuvre ce dont on vient de parler. 4 attaquants, 3 défenseurs, comment on fait pratiquement avec une classe? Je crois que c'est une question à se poser. Alors nous allons voir si le fax qui nous arrive de Cherbourg propose une proposition importante et intéressante. Pour les séances suivantes, activité, attaque, défense entre 2 élèves, objectif, conserver le ballon, se démarquer pour tirer, jouer vite. Patrick, Odile. Bien compris la situation exacte. Est-ce qu'on peut nous répéter un petit peu moins vite la proposition, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour les séances suivantes, activité, attaque, défense entre 2 élèves. Objectif, conserver le ballon, se démarquer pour tirer, jouer vite. Merci. Oui, je veux bien répondre. C'est une situation de 1 contre 1. Donc, c'est la situation que nous avait proposée une candidate précédemment. Ça se défend, vous jouez sur conserver la balle pour aller tirer et l'enfant n'a à prendre en compte comme prise d'information que l'adversaire, la cible et la balle. C'est-à-dire que le partenaire n'existe pas. Il faudrait éventuellement travailler sous forme d'atelier où vous permettez aussi à l'enfant d'avoir cette 4e prise d'information qui permet l'échange. Alors, une précision. Une dernière petite remarque sur cette solution. En soi, la situation me semble intéressante. Par contre, son lien avec l'objectif qui est se démarquer me semble incohérent. Se démarquer, c'est un comportement qui concerne le non-porteur de balle. Quelqu'un qui est attaquant, qui a un copain qui a la balle et qui doit percevoir des espaces libres, plutôt en direction de la cible si possible, pour pouvoir progresser. Dans la situation où on est 1 contre 1, on concerne essentiellement le porteur de balle qui cherche des solutions pour éliminer son adversaire, et ça me semble un peu loin de l'objectif, se démarquer. Alors, une dernière proposition par fax, elle nous vient de Paris. Alors, objectif général, remédier aux problèmes rencontrés par chacun. On propose une séance avec 3 ateliers, amélioration de la manipulation, dribble, passe, parcours, marquage, démarquage, 2 contre 2 dans un espace restreint, travail sur le tir, en mouvement, en sautant de différents endroits, différents gestes. Alors là, la réponse va être extrêmement rapide, plus rapide que la proposition, s'il vous plaît. Alors, de toute façon, on a déjà répondu. Le dribble, parcours sans opposition, ça ne se justifie pas, c'est de la technique.
2 contre 2, vous ne facilitez pas la prise d'information des enfants, en particulier pour se démarquer. Je pense que les situations de surnombre qui nous ont été proposées au niveau des attaquants est meilleure. Alors, par rapport à tout ce que l'on a vu, tout ce que l'on a entendu, tout ce que vous avez pu proposer, quelles seraient les réponses que vous pouvez apporter, vous, pour construire maintenant cette séquence ou cette situation idéale, Odile ? Eh bien, je ne détiens pas la vérité, mais néanmoins, Pascal, je peux vous donner quelques solutions. Voilà. L'objectif de la séance doit répondre à la compétence de l'unité d'apprentissage. Jouer vite en mouvement, conserver la balle pour aller tirer. Mais aussi à la logique de l'élève dans le domaine d'activité choisie. Elle a été analysée par le maître lors des premières séances. Les situations proposées doivent, dans tous les cas, répondre à cet objectif et soyez-y attentifs. Les enfants doivent se les approprier et modifier leur comportement moteur. Ils doivent donc savoir, à chaque fois, le but de la tâche, c'est-à-dire les moyens mis en œuvre pour réussir. Le critère de réussite, c'est-à-dire le résultat de son action. On n'en a pas parlé. Préparer une séance, c'est ça. Ce sera un appui pour l'enfant pour élaborer les règles d'action à acquérir. L'organisation matérielle et humaine, vous l'avez signalé, un travail par atelier, pareil qu'au cycle 1, afin de permettre d'expérimenter différentes solutions, mais pour le même objectif. Le temps d'activité de l'élève, Chantal va y revenir, doit être, dans tous les cas, supérieur au temps de verbalisation des enfants. La consigne précise le déroulement général de la situation, le but et le critère de réussite. Le rôle du maître est de conduire éventuellement un atelier. Si ce n'est pas le cas, si les 3 ateliers ou 2 ateliers sont en autonomie, il doit à certains moments intervenir pour faire verbaliser les enfants sur les moyens mis en œuvre et les stratégies à élaborer, ce qui répond aux enjeux d'apprentissage. Patrick. Oui, là, Odile a signalé 4 idées importantes, je pense, que je voudrais remettre en évidence. La première, c'est l'idée du plaisir. L'idée du plaisir, ça veut dire qu'il faut une quantité d'expérimentation importante quand on conçoit une situation. J'espère que ça sera manifeste dans notre réponse tout à l'heure. L'idée de but, c'est-à-dire que l'enfant est dans une situation où il recherche un effet concret, palpable, qui lui dit qu'il a fini, qu'il a bien fait, qu'il est arrivé à quelque chose. La troisième idée, c'est l'idée de critères de réussite, c'est-à-dire qu'un but peut aussi se décliner, se moduler en ayant des critères de réussite plus fins. On pourrait prendre comme exemple dans les maternelles, ils ont comme but simplement au départ faire sonner l'instrument. Ça peut se transformer en ne pas mettre les pieds dans l'eau, c'est ce que la maîtresse se dit, mais on pourrait aussi avoir un critère de réussite plus fin qui serait ne faire sonner l'instrument que si on est arrivé à faire le chemin sans mettre les pieds dans l'eau. En gros, la quatrième idée, c'est celle de situation-problème qui sous-tend l'ensemble, c'est-à-dire que votre situation, le plus souvent, a ces caractéristiques-là. Elle propose à l'enfant un but avec un critère de réussite, elle cache en quelque sorte des indications sur la façon de s'y prendre, et l'objet de l'expérimentation des enfants est de chercher des manières opératoires, on peut dire, d'arriver à obtenir cet effet. Exemple, conserver la balle et progresser vers la cible. Alors Chantal, tout à l'heure, vous aviez parlé de situation de référence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous expliquer ce qu'est une situation de référence? Alors c'est Odile tout à l'heure qui en a un peu parlé, et on peut s'appuyer sur le premier film qu'on a vu à Falcucci, parce que je crois que c'est une bonne illustration des différents points que je vais exposer. Alors d'abord, on peut se demander ce qu'elle est. C'est d'abord un outil pour déterminer les besoins d'apprentissage des élèves. Alors, déterminer les besoins d'apprentissage nécessite l'évaluation des comportements en cohérence avec les contraintes spécifiques de l'activité. Alors, cette situation de référence est au départ une situation globale qui met en jeu l'ensemble des capacités. Alors, elle est d'un niveau tel que tous les enfants doivent pouvoir y accéder. Alors, c'est une chose difficile à concevoir parce qu'on sait très bien que les enfants ont des niveaux très différents. Alors, ce qu'on propose souvent,
c'est une même situation avec des niveaux de réussite différents. Parce que comme c'est un outil qui va nous permettre d'évaluer où en sont les enfants, on sait très bien qu'on ne peut évaluer le niveau d'un enfant que s'il réussit. Un enfant qui échoue, on ne connaît pas son niveau. On ne peut connaître son niveau qu'à partir du moment où il a réussi quelque chose. Donc il faut faire en sorte que ces situations soient assez... il faut y avoir pensé pour que les niveaux soient tels que tous les enfants, quelle que soit leur capacité, accèdent à un niveau de réussite. Ensuite, elle est munie d'un dispositif d'observation et d'analyse pour permettre la mesure du progrès par les enfants. Alors Odile, tout à l'heure, a bien précisé qu'on n'en parlait pas en cycle 1, mais qu'en cycle 2 et cycle 3, on y fait toujours allusion. C'est très important que les enfants eux-mêmes prennent conscience de ce qui s'est passé et se demandent ce qui va suivre. Dans le film de Falcucci, c'était très évident. Elle est donc très importante parce qu'elle finalise les apprentissages des enfants. Si les enfants, à l'issue d'un match de basket, disent « on n'a pas réussi à faire ça, ça et ça, et c'est pour ça qu'on a échoué », et si le maître dit ensuite « eh bien, comme on avait dit qu'on n'avait pas réussi ça, on va travailler aujourd'hui sur cette compétence », les enfants vont savoir pourquoi ils vont faire tel et tel atelier. Alors, pour aller un peu plus vite, donc à quoi elle sert? Elle sert donc de référence à la fois au maître et aux élèves. Pour le maître, alors pour déterminer les objectifs et décider des apprentissages à mener, des progrès à réaliser. L'enfant, donc pour lui, c'est donner du sens à ses apprentissages, puisque ça va lui permettre de comprendre ce qu'il va faire ensuite, et ça va lui permettre également de s'engager dans un projet d'action. Et ça lui permet de mesurer ses progrès. Alors, nous allons partir vers l'école Falcucci, mais auparavant, Odile, mais vraiment en quelques mots, nous présenter ce que l'on va voir. Quelques mots. Je vais avoir beaucoup de mal. L'objectif du maître, c'est battre les défenseurs, se démarquer. C'est donc le rôle du non-porteur de balle qui est ici important. Le non-porteur de balle va avoir 3 types d'informations à prendre. Le défenseur, la cible et le porteur de balle. Afin de permettre au non-porteur d'être décideur de l'échange. Pour le défenseur, 2 prises d'information, la balle à conquérir et éventuellement le porteur de balle. Les situations qui vont répondre à cet objectif sont prévues sous forme d'ateliers pour que les enfants aient une grande quantité de travail. 3 types de jeux qui répondent à ça. Le jeu 1 correspond à ce qu'une candidate a prévu, c'est-à-dire du 2 contre 1 et aller tirer en autonomie. Le jeu 2, c'est retard des défenseurs, vous allez le voir, ils sont à l'extérieur du terrain, ils rentrent, donc on facilite la compétence, aller jouer vite vers l'avant. Et le maître dirige le 3e atelier, c'est ça qui est important, il va faire verbaliser les enfants sur ce qu'ils ont mis en œuvre à l'atelier 2 afin de le réinvestir à l'atelier 3 qui a exactement les mêmes compétences. Eh bien, nous partons tout de suite en images, voir comment ça se passe à l'école Falcucci. On va vers le gymnase là, tranquillement. Mettez pas trop les pieds dans l'eau. Je peux ouvrir. Alors le premier jeu, c'est la petite tournante. Est-ce que, Rima, tu peux nous lire l'affiche? Qu'est-ce qu'il faut pour jouer à ce jeu? Que faut-il pour jouer à ce jeu? 2 attaquants rouges, un défenseur vert, 3 plots, un arbitre et un ballon. Que faire? Les attaquants rouges doivent marquer le panier. Le défenseur vert doit empêcher les rouges de marquer. Le marqueur note les attaques réussies. L'arbitre siffle les fautes. Après 5 tentatives, le joueur 1 passe en 2, le joueur 2 passe en 3, le joueur 3 passe en 1. Les critères de réussite? Marquer 3 fois sur 5 attaques.
Je me démarque et je crée l'échange. Je dissuade et j'empêche l'échange. Le défenseur est inefficace et je tire. Deuxième jeu sur lequel on va travailler, le départ retardé des défenseurs. Le titre du jeu est indiqué là-haut, d'accord? Alors, comme pour l'atelier de la petite tournante, c'est un jeu que vous allez installer et sur lequel vous allez intervenir seul. Que faut-il pour jouer à ce jeu? 3 attaquants, les rouges, 3 défenseurs, les verts, un arbitre, des plots, un ballon et un marqueur. Que faire? Les rouges doivent aller marquer un but, panier ou cible. Les verts doivent empêcher les rouges d'aller marquer. L'arbitre et le marqueur ont le même rôle qu'au jeu 1. Critère de réussite, marquer 3 buts sur 5 attaques. Habib, pense à des mecs suffisamment éloignés pour que ça ne dirait pas la progression. Qui n'es-tu pas? Je vais le mettre sur le terrain. Je vais vite, je bats le défenseur et je tire. Je suis gêné par le défenseur et je perds la balle. J'ai battu le défenseur, je reçois la balle et je tire. On est attentif. Le dernier jeu il est difficile. D'accord? Donc je vais rester avec les équipes qui joueront sur ce jeu-là parce qu'il y a des règles assez difficiles. Voilà, je vais rester. Les 2 autres, bon, vous vous débrouillerez. On écoute. Hein? Il s'appelle le prix-prix. Que faut-il pour jouer à ce jeu? 2 équipes, les verts et les rouges. 2 plots et un ballon. Un arbitre avec son sifflet, son chronomètre et un marqueur. Que faire? Si un joueur rouge est touché balle en main par un joueur vert, il pose la balle au sol. Les 3 joueurs rouges vont toucher le plot et les 3 joueurs verts récupèrent le ballon et vont marquer. D'accord. Ouais, bien joué ça. Les bleus dehors. En place, peut-être. Rouge dehors, on pose la balle, Marisa. Rouge dehors. Alors pour cette dernière partie de l'émission, nous allons partir du concret pour aller vers un petit peu plus de généralité. Et auparavant, j'aimerais avec vous, Odile, que vous reveniez sur une analyse du reportage et de la séance qu'on vient de voir. Oui, alors j'avais déjà précisé que l'objectif du maître, c'était battre les défenseurs, se démarquer pour aller tirer. Donc je ne vais pas y revenir. J'insiste sur le fait qu'il faut faciliter les prises d'informations chez le non-porteur de balle afin qu'il puisse se démarquer. Vous l'avez vu, les 3 jeux jouent le nombre du surnombre. C'est mis en œuvre dans « je sors du terrain »,« j'ai du 2 contre 1 » ou alors je suis en retard par rapport au défenseur. Mais l'objectif est toujours le même et répond.
mais c'est surtout le travail et la démarche pédagogique, c'est-à-dire sous forme d'atelier. Vous êtes sur des compétences transversales, travail en autonomie, savoir s'organiser, et après, vous êtes surtout sur une démarche expérimentale au cycle 3, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire discuter entre vous, quelle stratégie vous allez mettre en œuvre pour battre les défenseurs, donc démarquage des non-porteurs de balles pour aller tirer, mettre en œuvre ces stratégies et y revenir. Le maître est là pour les aider à faire l'analyse de leurs résultats, c'est-à-dire par rapport aux critères de réussite. Avec vous, Chantal, on pourrait revenir sur la situation de référence. Oui, quelques mots. Après ce qu'on vient de voir, il faudrait qu'à l'issue d'un travail de systématisation, d'atelier comme on vient de le voir, revenir à la situation de référence afin que les enfants réinvestissent les apprentissages qu'ils ont fait en atelier dans une situation de jeu global. Et je vais juste faire un parallèle avec une autre discipline pour montrer que c'est la même démarche à travers toutes les disciplines. Si on le transpose en français, en orthographe par exemple, on ne peut pas se satisfaire de l'exercice d'application pour dire que l'apprentissage a été fini. Tant que l'enfant n'a pas réinvesti ce qu'il a appris dans une activité qui a du sens pour lui, et même qui a du sens au niveau social, comme une production de texte, on ne peut pas dire que l'apprentissage soit terminé. C'est exactement la même chose en EPS. Tant que l'enfant ne peut pas réinvestir dans une situation de jeu global et qui a du sens, on ne peut pas dire que l'apprentissage soit terminé. Alors, il serait également intéressant d'apporter quelques précisions sur l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école primaire. Et avec vous, Chantal, on revient à nouveau sur la préparation d'une séance, là encore, assez brièvement. Le temps nous est compté. Oui. Alors, nous allons traiter de manière plus générale la préparation des séances de PS. Alors, nous avons vu au cours de l'émission que ça doit bien entendu commencer par la formulation des objectifs. Ensuite, il faut que l'enseignant affirme clairement ses choix pédagogiques au niveau de la démarche. Si ces deux conditions sont nécessaires, elles sont loin d'être suffisantes, parce que la mise en œuvre pédagogique va elle-même engendrer l'apprentissage des enfants. Je m'explique. On peut avoir déterminé des objectifs clairs et avoir mis des démarches en place qui sont en cohérence, mais si on n'a pas bien déterminé tout ce qui est mis en œuvre, alors qu'est-ce qu'on entend par la mise en œuvre ? On entend un dispositif clair qui est l'aménagement du milieu, le matériel, les modalités de groupement des élèves. Je reviens sur ce qu'Odile a dit au début, un but, des critères de réussite qui sont annoncés dans les consignes, et je vais insister sur les consignes. Elles ne doivent pas être improvisées, il faut qu'elles soient écrites de manière très claire pour qu'elles soient bien comprises des enfants. On peut même y voir différents supports, on peut les dire oralement, par écrit. Alors, je vais vous couper parce qu'une séance c'est bien, mais il faut également s'inscrire dans la continuité. Et j'aimerais qu'Odile nous dise quelques mots, s'il vous plaît. Alors, la continuité, c'est la construction d'une unité d'apprentissage. Elle est la même au cycle 1, au cycle 2 et au cycle 3. C'est la durée qui change. Ça peut aller de 15 séances que vient de vous décrire Chantal, jusqu'à 30 séances au cycle 1. Pour organiser une unité d'apprentissage, le maître doit répondre à plusieurs questions. La première, c'est la compétence que je souhaite aborder est-elle bien représentée par le domaine d'activité que j'ai choisi? Deuxième question, en quoi ce domaine d'activité est-il éducatif? Ou si vous préférez, quels sont les enjeux d'apprentissage? La troisième question, en quoi le fonctionnement moteur de l'enfant est-il remis en cause? La quatrième question, quelle est la logique de cet enfant dans l'activité choisie? Ce sont ses niveaux d'habileté. Et cinquièmement, comment vais-je pouvoir l'évaluer? C'est la situation de référence que vous a décrite Chantal. Alors Patrick, est-ce que cette démarche est exclusive à l'éducation physique et sportive? Je crois que tout le monde a bien compris avec les interventions d'Odile et Chantal qu'il s'agit d'une démarche qui est commune à l'ensemble des disciplines et des types d'apprentissage. Je crois que le concept qu'il faut maîtriser, c'est celui de finalisation des apprentissages. Autrement dit, quand Chantal dit les enfants doivent être dans une situation qui a du sens pour eux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'attirais l'attention sur le fait qu'il y a, d'une part, des finalisations par l'aval, c'est-à-dire que les enfants font ce que les enfants font maintenant prend du sens parce qu'ils vont faire ensuite. On l'a vu dans les maternelles, je suis en train de lire, parce que nous allons rejouer au jeu des trois chemins.
Il y a des finalisations, d'autre part, qui sont par l'amont, et elles sont plutôt caractéristiques des enfants qui sont plus grands. C'est-à-dire que ce que les enfants font maintenant prend du sens par une activité qu'ils ont faite antérieurement, et dans laquelle ils ont constaté un certain nombre de choses. Par exemple, dans l'exemple qui est donné ici, lorsque les enfants jouent à la petite tournante, c'est parce que le maître leur a dit que ce jeu leur permet d'apprendre à jouer vite vers l'avant, et parce qu'ils ont constaté antérieurement en avoir besoin. Et ça, c'est important. Alors nous allons maintenant arriver sur les 6 points incontournables de l'épreuve. Regardez bien, elles arrivent à l'écran et nous allons ensuite vous les expliquer point par point. Voici donc les 6 incontournables. Les candidats doivent être capables d'établir une relation entre les objectifs de la situation proposée et les programmes, les objectifs d'annoncer et la situation proposée, la sécurité des enfants, l'analyse didactique de l'activité et la situation proposée, l'analyse des capacités motrices de l'enfant selon son âge et la situation proposée. Par ailleurs, les candidats doivent être capables d'analyser la démarche pédagogique du maître et les contenus d'enseignement dans le cadre d'une unité d'apprentissage en amont, pendant et en aval. Alors, je vais bien évidemment vous demander de nous en dire un petit peu plus sur ces mises en relation, de nous les expliquer, à commencer avec vous, Odile. Eh bien, le premier incontournable, les compétences annoncées par le maître dans sa séance et les instructions officielles. Où aller chercher les informations dans les programmes de 95, le livre sur les programmes de 95 à l'école primaire. Il y a 2 chapitres à prendre en compte. Agir dans le monde au cycle 1, discipline EPS au cycle 2 et au cycle 3, mais aussi n'oubliez pas, à la fin du livre, il y a les compétences à développer dans les 3 cycles. Le deuxième point, c'est les objectifs annoncés dans le sujet, c'est-à-dire ce que le maître dit à la vidéo, ce qui est marqué sur le document écrit, sont-ils en relation avec les situations proposées ? Eh bien là, il faut analyser les situations par rapport à l'objectif. On l'a vu dans l'interactivité. La troisième point, est-ce que la logique interne de l'activité est respectée? C'est le domaine d'activité. Il faut bien définir son essence, c'est-à-dire par exemple si vous avez activité athlétique, les points communs aux courses, au saut et au lancer, et surtout en quoi c'est éducatif. Alors Patrick? Un dernier point important, le rapport entre l'âge des enfants et les situations qui leur sont proposées. Je crois là aussi, référez-vous aux instructions officielles. En tête de chapitre, un certain nombre de recommandations sont proposées en ce qui concerne des démarches caractéristiques de tel ou tel âge. Je dirais au plan général qu'il ne faut pas hésiter à se positionner clairement par rapport au document qui est proposé. En faux, si ça vous apparaît pertinent, en positif, à condition d'argumenter. Le sujet ou le document permet au jury de se faire une idée des connaissances du candidat. Donc vous avez 15 minutes pour cela et allez directement, sans vous éparpiller, à l'ensemble de ce qui vous est proposé, de façon à montrer ses capacités et vos connaissances sur les démarches pédagogiques. Et Chantal, à vous de nous préciser les derniers points, s'il vous plaît. Alors, dans l'épreuve d'entretien, le candidat doit être capable d'analyser la démarche pédagogique du maître et les contenus d'enseignement dans le cadre d'une unité d'apprentissage. Pour cela, il doit être capable de prendre de la distance par rapport aux documents proposés. Il doit montrer qu'il connaît les différentes démarches pédagogiques mises en œuvre à l'école primaire, par imitation, par comparaison, démarche expérimentale dont a parlé Odile déjà, pour identifier celle que le maître met en œuvre dans la séance proposée. Il doit être capable de situer la séance dans le cadre d'une unité d'apprentissage, c'est-à-dire d'émettre des hypothèses et de faire des propositions sur ce qui s'est passé avant et sur ce qui se passera après, comme la simulation d'épreuves qu'on a vue tout à l'heure. Il doit montrer qu'il a compris le sens de l'unité d'apprentissage par la cohérence des séances qui la composent. Alors il me reste bien évidemment à vous remercier d'avoir été présent toute cet après-midi en notre compagnie sur ce plateau. Remercier également toutes les équipes pédagogiques qui ont préparé cette émission, ainsi que les équipes techniques du CNED qui l'ont réalisée. Bonne fin d'après-midi, au revoir.